Maître Hélène Ferron-Polony, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir de nouveau dans vos bureaux pour parler du scandale des emprunts toxiques qui empoisonnent au moins 1500 collectivités locales et territoriales en France. Vous êtes avocate et vous êtes dans la défense donc, des intérêts de ces collectivités qui sont victimes de ces questions des emprunts toxiques. Donc le gouvernement, par la voix de M. Moscovici, Bernard Cazeneuve et d'autres ministres, le gouvernement a déposé le 25 septembre son projet de loi de financement donc, pour 2014. Alors dans ce projet de loi, il y a un article qui est l'article 60 qui prévoit donc un dispositif que déjà plusieurs élus ont caractérisé comme étant le désarmement juridique unilatéral des collectivités locales face à des banques qui leur ont fourgué donc ces fameux emprunts toxiques. Que faut-il en penser ? Alors cet article 60 du projet de loi de finances pour 2014 vient dans la suite d'un amendement qui avait été proposé à l'époque par Gilles Carrez, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le 5 juin 2013 dans le cadre de la loi de la réforme des activités bancaires. Il avait demandé un peu au milieu de la nuit à ce que les emprunts toxiques aujourd'hui, emprunts structurés devenus toxiques, soient validés au moins pour tous ceux qui n'auraient pas fait l'objet d'un contentieux avant le 6 juin 2013. Et à ce moment-là, M. Pierre Moscovici avait répondu « Je comprends votre préoccupation par rapport aux finances de l'État, mais pas maintenant, pas aujourd'hui ». Et effectivement, nous nous sommes posé la question tout l'été de savoir quand, comment, pour qui, pour combien. Et finalement, c'est pire ce qui est proposé par cet article 60, puisque c'est purement et simplement une validation législative, non pas seulement pour les emprunts qui n'auraient pas fait l'objet d'une assignation en justice avant le 6 juin 2013, mais pour tous les prêts et les avenants à ces prêts conclus à la date de promulgation de la loi de finances 2014. Donc une grosse validation législative qui a des conséquences pour un nombre considérable de collectivités. Qu'est-ce que ça change alors ? Alors, ce que ça change, c'est que cette loi va venir perturber considérablement les contentieux qui sont actuellement en cours. Il eût été normal que ce fût prévu uniquement pour les nouveaux contrats, mais ce n'est pas le cas. Donc ça a un impact sur les affaires judiciaires en cours, mais c'était fait pour. En revanche, pour l'avenir, il faut stipuler le taux effectif global dans tous les contrats de prêt et dans tous les avenants, comme l'obligation en existait déjà. Le gouvernement veut revenir sur les conséquences du jugement rendu le 8 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans l'affaire Conseil général 93 contre Dexia. Et dans les motifs de cet article 60, il est dit que le tribunal de grande instance de Nanterre aurait là initié une jurisprudence, on parle de jurisprudence récente, une jurisprudence selon laquelle, lorsqu'il n'y a pas de taux effectif global stipulé dans un contrat de prêt, le tribunal doit appliquer la sanction automatique suivante, qui est on affecte au contrat de prêt le taux légal annuel au lieu du taux conventionnel. Alors tout d'abord, ce n'est pas une jurisprudence récente, puisque en réalité, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait l'objet d'une jurisprudence constante, très ancienne, qui est relative à la stipulation ou non, ou à la mauvaise stipulation du taux effectif global, et que ça n'a absolument pas été initié par les collectivités territoriales. Mais c'est motivé ainsi dans ce projet de loi de finances pour culpabiliser les collectivités territoriales en disant « Regardez, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement gênant. Si vous ne l'aviez pas fait, nous ne serions pas obligés d'en arriver là. » Et en réalité, les collectivités n'ont rien fait. Le texte relatif au taux effectif global, le texte légal, existe depuis fort longtemps et la sanction également. La seule chose, c'est que c'était un moyen juridique au milieu d'autres qui a été retenu
par le tribunal de grande instance de Nanterre et qui, de ce fait, a été mis en pleine lumière. Mais il y a un nombre considérable de décisions de justice qui ont été rendues au profit d'emprunteurs dont les contrats de prêt ne stipulaient pas le taux effectif global ou stipulaient un taux effectif global erroné et se sont vus appliquer désormais le taux légal jusqu'au terme de leur contrat de prêt. Donc les collectivités territoriales n'ont rien initié de ce point de vue-là. Alors, dans les motifs du projet de loi de finances, il est indiqué qu'il y a un péril pour le secteur bancaire. C'est le premier péril qui est annoncé. Puis, quand même, le gouvernement annonce un peu derrière que c'est surtout Dexia qui l'inquiète, à travers la SFIL, la Société de financement local, qui a récupéré 95% des prêts de la banque Dexia, dont les prêts structurés. Et l'État en est actionnaire à hauteur de 75%. Donc c'est surtout ça qui l'inquiète. Le secteur bancaire, de manière générale, n'a absolument pas donné de chiffres sur le nombre de prêts structurés qu'il a pu commercialiser. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est que dans la motivation du projet de loi de finances, on n'a pas de chiffres, en fait. On nous dit que c'est une bombe, mais elle n'est pas chiffrée. Et elle est certainement beaucoup moindre que ce que le gouvernement veut faire croire. Parce que si l'on additionne toutes les collectivités territoriales qui n'ont pas à signer et qui ne signeront jamais, parce qu'elles ont décidé de ne pas le faire par rapport à leur population, par rapport à leur crainte du système judiciaire, pour diverses raisons, avec les affaires où de toute façon l'action judiciaire est prescrite, parce qu'il y a un certain temps au bout duquel on ne peut plus agir en justice, même pour dénoncer l'absence d'un taux effectif global ou le caractère erroné d'un taux effectif global, on doit pouvoir arriver à un chiffrage de cette soi-disant bombe qui apparaît comme étant une toute petite grenade qui fera de mal à personne. Or, ça, le gouvernement ne le fait pas, parce qu'il il a opté pour la simplicité et veut tout simplement valider le tout, un point c'est tout. Aussi, donc, dans l'article 60, l'État se propose donc de créer un fonds pour accompagner. Donc, on est toujours dans cette logique où on dit voilà, les responsabilités sont partagées. Il y a peut-être les banques qui ont exagéré un peu, mais quand même les collectivités, ils en ont plus ou moins profité, nanana. Donc, on dit voilà, chacun, les uns doivent accepter de payer, et les autres, l'État va même accompagner le mouvement en créant ce fonds dont on ne sait même pas trop comment il va être financé, parce que les banques elles-mêmes ne sont même pas prêtes à mettre l'argent sur la table pour le faire. Donc certains élus disent que c'est un marché des dupes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cet article 60. Déjà, le fonds. Le fonds est destiné uniquement à aider les collectivités territoriales. Or, la validation législative, elle vaut pour tout le monde, c'est-à-dire tous les contrats de prêt conclus entre des banques et des personnes morales. Donc, ce n'est pas limité aux collectivités territoriales. Ce n'est même pas limité aux entreprises. L'idée du texte, c'est de faire croire qu'on ne touche surtout pas aux consommateurs. Ce n'est pas vrai, parce que les personnes morales, ce sont aussi les sociétés civiles immobilières dans lesquelles se trouvent des particuliers. Il n'y a pas besoin de faire des montages très sophistiqués pour se retrouver associé d'une société civile immobilière. Il suffit d'hériter des parts de celle-ci. Donc, ou d'être dans une situation de PAX ou d'indivision à laquelle on veut mettre fin, etc. Donc la société civile immobilière, ça concerne énormément de monde. Et là, ce sont des consommateurs qui sont concernés. Or, ces sociétés civiles immobilières sont concernées par la loi en tant que personnes morales. Donc, le gouvernement institue un fonds dont ne bénéficieront que les collectivités territoriales, c'est-à-dire une toute petite partie dans la masse des emprunteurs clients des établissements bancaires. Donc c'est une contrepartie que pour une toute petite partie de ceux qui vont se trouver privés de leurs droits essentiels à une information exacte sur le taux effectif global. Et ça, plus le droit de pouvoir faire recours, plus de recours en justice. Ensuite, il y a les conditions d'accès à ce fonds qui sont particulièrement iniques. La collectivité doit d'abord renoncer, par le biais d'une transaction signée avec la banque, à tout recours contre cette banque, pour l'ensemble de ses emprunts ou produits structurés, même ceux pour lesquels elle n'aurait pas encore à signer, et évidemment pour ceux pour lesquels elle a déjà signé. Ça veut dire qu'elle doit signer avec cette banque un accord qui va être supposé comme étant valide,
alors que la banque, elle, n'aura donné aucune contrepartie. Alors déjà, juridiquement, ça ne tient pas debout, puisqu'une transaction, au sens de l'article 2044 du Code civil, qui est cité dans la motivation de l'article 60, n'est valable que s'il y a des concessions réciproques. Quelles sont les concessions qui sont demandées à la banque par le projet de loi? Aucune. En revanche, la collectivité a le droit de se dépouiller de tout. Et lorsque le gouvernement dit « mais attendez, on ne vous retire pas tout parce que nous ne faisons qu'une validation législative du taux effectif global présence ou taux effectif global erroné quant aux sanctions », vous pouvez toujours continuer à plaider qu'on vous a trompé, qu'on vous a induit d'erreur, qu'on vous a mal conseillé, etc. C'est faux. Parce que pour avoir accès au fonds, il faut tout abandonner. Tous les moyens juridiques, le TEG et les autres moyens liés au vice du consentement dans le cadre de la souscription des contrats de prêt structurés ou au défaut de conseil. Donc, aucune concession de la part des établissements bancaires. Et ensuite, pour avoir accès au fonds, il faut l'accord du ministre du Budget et de celui des collectivités territoriales ou celui de l'Outre-mer. Alors, pour avoir une aide de combien, on ne sait pas. C'est selon leur décision et leur bon vouloir. Donc, pour combien de temps, on ne sait pas. Donc, c'est en fait un véritable chèque en blanc qui est demandé aux collectivités de faire au gouvernement pour abandonner les procédures en cours. D'accord. Mais c'est légal? Qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution, dans les juridictions? Est-ce qu'il y a des moyens de contester la légalité de ce type d'arrangement? Alors, cet article 60, sans aucun doute, heurte des principes généraux du droit fondamentaux et de ce point de vue-là, est soit non constitutionnel, soit non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais le gouvernement le sait très bien. Il le sait très bien. Bon, la France, ce n'est pas la première fois qu'elle fait le coup. Elle l'a fait d'ailleurs au profit des établissements bancaires avec les tableaux d'amortissement en 1995. Et puis, elle a été condamnée 10 ans après par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça sera déclaré illégal, non conforme, etc. Il y aura des condamnations, mais comme ça, en 10 ans, ça n'a pas beaucoup d'importance. Entre-temps, ils auront contribué à la fuite en avant et les victimes seront bien des victimes. Alors, pourquoi ça n'est pas légal? C'est parce que normalement, une telle loi de validation législative doit être justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. Et pour cela, il faudrait que le risque soit vraiment chiffré, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Ils ne se sont pas fatigués à le faire. On ne sait pas quelle banque. On a parlé de Dexa, mais Dexa, ça se limite pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Ça peut rester quelque chose de très limité. On ne sait pas quelles sont les autres banques exposées. Et puis, il faut faire attention parce qu'au niveau européen, le motif impérieux d'intérêt général n'est pas admis lorsque les établissements bancaires, en l'occurrence, avaient la possibilité de ne pas s'exposer à ces conséquences financières, aux conséquences financières dénoncées, s'ils avaient correctement respecté la loi. Et pourquoi au niveau européen ce critère est très important? Parce que des informations comme celles relatives au taux effectif global, ce sont des informations qui permettent un réel exercice de la concurrence entre les établissements bancaires au profit des emprunteurs. Si les sanctions pour non-stipulation du taux effectif global ou pour un taux effectif global erroné sont inexistantes ou sont tellement amoindries que les banques n'ont aucun risque à ne pas respecter le texte relatif à cette information, il n'y aura plus de réelle possibilité de mettre en concurrence des établissements bancaires. Or, aujourd'hui, on sait très bien que lorsqu'on a à choisir entre 2 ou 3 offres de prêt différentes, le seul moyen de se déterminer, c'est de savoir combien coûte le prêt réellement. Et le taux effectif global, c'est le coût réel de ce prêt. Et on ne peut pas exclure qu'il y ait un phénomène de place où finalement on va trouver des contrats de prêt qui seront tous à peu près au même tarif. Ils n'ont
entente illicite, en fait, entre opérateurs. Voilà, et ce ne serait pas grave parce que la sanction est très amoindrie par le projet de loi. Aujourd'hui, la sanction, si on a un taux effectif global erroné, normalement, en l'état actuel du droit, on applique le taux légal à la place du taux conventionnel. Ce que prévoit le projet de loi, c'est que l'emprunteur n'aura droit, par imputation sur le capital restant dû au terme de chaque année, qu'à la différence entre le taux erroné à la baisse et le taux réel qu'on lui a appliqué. C'est-à-dire souvent pas grand-chose. Suffisamment pour qu'il n'ait pas pu se déterminer de manière en toute connaissance de cause par rapport à une autre offre de prêt, mais pas grand-chose par rapport à l'économie qu'il peut réaliser sur son contrat de prêt en demandant l'application de la sanction. Par ailleurs, on est quand même obligé de constater qu'il y a une ingérence de l'exécutif. Normalement, on est dans la séparation des pouvoirs entre le juridique, le législatif et l'exécutif. Là, on a un exécutif qui se mêle de choses dont elle ne devrait pas se mêler. Oui, parce que l'exécutif est concerné à titre personnel à travers Dexia, la SFIL et CAFIL. Donc voilà pourquoi la loi sort. Mais je ne dis pas que c'est légal, je dis que c'est totalement illégal et non conforme au droit européen. Mais ce n'est pas ça qui va les effrayer. Ça, c'est un débat qu'on aura dans 10 ans. Il y a un calcul cynique c'est un abus de pouvoir à ce moment-là. On veut un pouvoir qui veut se conserver, qui va même violer la loi en disant le temps que tout cela est réglé juridiquement, soit je ne serai même plus là, ce ne serait même plus mon affaire. On est tout à fait dans le fait du prince et puis je dirais dans cette manière de traiter les affaires qui apparaît complètement puérile, qui est quand je commence à perdre, je change la règle du jeu. D'accord. En général, on ne se fait pas beaucoup d'amis quand on fait ça. Oui. On verra ce qui se passera. C'est pas comme ça qu'on peut forcément se faire élire. L'autre chose, c'est que je pense que ça révèle une fois de plus la puissance en finale du lobby bancaire en France, qui est visiblement énorme, parce que bon, il y a eu le cas de Milan, il y a eu le cas de Karlsruhe, il y a eu, disons en Allemagne, des banques ont été condamnées. En Italie, il y a des banques à laquelle pendant 1 an, ils n'ont plus le droit de signer avec une administration publique. Alors qu'en France, voilà, on discute, on va mieux encadrer et on fait avaler des couleuvres. Sachant que dans cette affaire en particulier, on se trouve dans une situation absolument unique, c'est du jamais vu, c'est que les banques ont ici l'État à leur côté. Un gouvernement de gauche est à leur côté, parce qu'il est concerné à travers Dexia. Alors je ne sais pas quels accords ils ont eus, puisqu'il y a une taxe